le storytelling, il se base sur, on va dire, un grand levier qui est l'identification d'un conflit. Et si j'ai une bonne écoute, j'aurai une bonne histoire. Il faut dire non, mais par contre, il faut proposer une solution. La parole, c'est la moitié de celui qui parle et la moitié de celui qui écoute. Le néo-marketing, il cherche à contourner l'idée un peu assaillante qu'on vous vend quelque chose. Ouais. Parce que nous, on a besoin de vous vendre. Bonjour, je suis Philippe Henriot-Neguer et vous écoutez le podcast Parole Parole. Bonjour et bienvenue sur le podcast Parole Parole, le podcast audio et vidéo qui donne la parole aux gens de parole à propos de la parole. Et aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir Anna Rios avec moi, qui est conceptrice rédactrice dans le digital et qui va donc venir nous parler de son métier, mais également, parce que c'est l'objet du podcast, parler de rhétorique, peut-être comment est-ce que la rhétorique influence la manière dont on travaille dans le digital, et puis peut-être aussi, parce que moi ça m'intéresse beaucoup, de savoir si des différentes règles qui sont utilisées notamment dans la communication digitale, on peut en tirer des enseignements qui pourront servir aussi les gens qui veulent faire des discours, des plaidoiries ou autres. Bonjour Anna Rios. Bonjour, ravie d'être là. Merci beaucoup d'être avec nous. Donc comme j'ai dit, vous êtes conceptrice, rédactrice dans le digital. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je viens du monde du journalisme écrit, donc de la presse écrite. Et aujourd'hui, c'est des métiers qui sont aspirés un peu par la communication et le marketing, parce qu'on a une plume qui est moins formatée et différente du rédactionnel de la pub habituelle. Donc, conceptrice, rédactrice, c'est rédiger des histoires, enfin simplement des textes déjà, copywriting, pour des marques. Et ça peut être aussi, par extension, imaginer des histoires, donc c'est ce qu'on appelle le storytelling, pour ces mêmes marques ou ces institutions ou ces associations ou des médias. Donc moi, je partage mon temps entre la conception-rédaction en agence, pour Studio Avenir et People Are Strange, et des textes un peu plus libres, donc je fais de la fiction, comme on dit, et j'enseigne le storytelling en école. Voilà. D'accord. Mais donc, copywriter, concepteur, rédacteur, si je comprends bien, c'est que c'est des gens qui viennent vous voir, qui vous disent « j'aimerais bien dire un truc, est-ce que vous pouvez l'écrire à ma place parce que vous écrivez mieux que nous ?» C'est un petit peu, finalement, ce qu'on fait avec les avocats, c'est-à-dire que vous portez la parole de quelqu'un qui vient vous le demander, mais vous, c'est plus à l'écrit. Oui, tout à fait. Alors, il y a une question relative à la formulation, nécessairement. Les gens viennent nous voir en disant vous formulez mieux que nous. Et peu à peu, on se rend compte qu'en fait, ils n'ont pas vraiment digéré non plus leur histoire. Donc, on s'éloigne un petit peu du rédactionnel et on va vers la conception. Et donc ça, la conception, c'est vraiment mon cœur de métier. Le storytelling, il se base sur, on va dire, un grand levier qui est l'identification d'un conflit. Donc, ça, c'est Steve Jobs qui nous expliquait. Un bon storytelling, c'est des personnages, une intrigue, et il ne faut surtout pas s'arrêter là, un conflit et un dépassement de conflit. Et là, on a capté l'attention de l'audience sur cette résolution de conflit, parce qu'on est tous, les uns et les autres, formés à la survie, quelque part. Donc, où est la solution dans nos récits ? Et c'est là qu'ensuite, on peut s'élever ensemble, ce qu'on appelle elevator speech, discours aspirationnel, empowerment dans le marketing. C'est toute cette manière de dépasser ensemble des conflits. On va en parler ensemble parce que je trouve que c'est des notions qui sont très intéressantes et qui peuvent être transversales dans les différents domaines dans lesquels on peut utiliser la rhétorique. Mais surtout, ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est justement des choses qui sont propres à la rhétorique. La rhétorique, si on devait le résumer en une phrase, c'est l'art ou des méthodes, des techniques qui permettent de convaincre ou de mieux convaincre. Et là, ce que vous nous dites, c'est un peu ça. C'est-à-dire que si je veux faire passer un message, si je veux capter l'attention d'un éventuel auditoire ou des gens à qui on s'adresse, j'ai tout un tas de petites techniques qui permettent d'y arriver. Mais à la base de ça, la question qui m'intéresse aussi, c'est justement convaincre de quoi ? Les gens qui viennent vous voir, ils ont besoin de convaincre de quoi ? Un avocat, il va convaincre que la personne est innocente. Vous devez convaincre de quoi ? C'est une bonne question. Je dirais de la nécessité de leur existence pour les marques, parce qu'il y a quand même toujours, et à juste titre, le soupçon de dire « mais est-ce que vous êtes vraiment utile ?» Donc, sur le front marketing narratif, je dirais plutôt ça. Et puis, sur d'autres projets qui ne concernent pas forcément un produit ou un service, je pense la nécessité de trouver du sens. Un sens
sur lequel on arriverait à s'entendre les uns les autres dans une société où il y a beaucoup de discorde, quoi. Donc, je reprends mon exemple du conflit et de la résolution de conflits, parce que c'est assez terre à terre, mais je trouve explicite. Si, par exemple, je vous raconte que ce matin, je faisais du vélo, j'ai eu une mauvaise chute et me voilà toute transpirante dans vos locaux après ma chute à vélo. Ben, vous allez vous dire, ok, bon, c'est assez anecdotique finalement. Si je vous dis que j'ai fait cette chute à vélo parce que je suis surmenée en ce moment, que je suis une jeune maman célibataire, là, d'un coup, vous voyez, j'énonce un conflit. Celui du surmenage. D'ailleurs, c'est très dans l'air du temps, dans les médias, on en parle beaucoup du surmenage. Vous pouvez vous identifier. Soit parce que vous vous dites, moi, j'aurai jamais d'enfant, qu'est-ce que c'est qu'être une femme surmenée, célibataire, et qu'est-ce que c'est que d'avoir eu un enfant ? Soit pour une femme plus jeune, est-ce que moi, j'aurai un enfant ? D'un coup, on ouvre à quelque chose qui concerne l'autre, dans sa part intime, dans ses projections, dans son projet de vie presque. Et à ce moment-là, on crante du point de vue de l'histoire, et on ouvre vers une solution qui serait, par exemple, dans mon cas, du coup, c'était un signal pour que je fasse attention. Je pense qu'elle est là, la bascule. C'est-à-dire, il faut sortir de l'anecdotique et aller vers ce qui va, je pense, d'un point de vue psychologique, sédimenter, soigner, voilà. Alors, le storytelling dont vous nous parlez là, avec les techniques-là, ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle, disons, dans la théorie classique de la rhétorique, quand on fait des discours, à ce qui est, de manière assez large, appelé la métaphore. C'est-à-dire qu'en réalité, on va aller prendre une autre histoire, une autre image qu'on estime plus parlante ou plus illustrative de ce qu'on veut raconter. Et puis en racontant cette histoire, on va en tirer une sorte de leçon qu'on va pouvoir appliquer à notre cas concret. C'est un peu la même chose que les paraboles dans l'Ancien Testament, les paraboles bibliques. On raconte l'histoire du semeur et puis tout d'un coup, on en tire une action concrète. Ce que je trouve très intéressant dans le storytelling, qui pour le coup est une technique beaucoup plus récente, c'est qu'en fait, on vient incarner à travers sa propre histoire. Mais est-ce que vous auriez un exemple dans votre travail que vous avez eu, justement pour dire, voilà, il y a un client, une fois, il est venu me voir, il avait besoin de telle chose, et donc, voilà comment est-ce que j'ai créé une histoire, un truc, pour venir l'aider dans son problème, quoi. Oui, j'en ai des tonnes. Là, je travaille pour une grande marque d'hôtellerie dans le co-living. Et donc, eux, leur grande crainte, c'était que le storytelling qu'on allait énoncer ensemble, ça ressemble aux voisins, aux concurrents. Et nous, en tant qu'agence, on leur a assuré que... Alors, le co-living, juste pour préciser, oui, c'est le fait d'être coloc. C'est quoi la différence ? Oui, c'est l'idée qu'on va vivre dans un hôtel, mais partager des espaces communs, malgré tout, à chaque étage, ou le rooftop, ou voilà. Donc, c'est quand même une manière de vivre ensemble différente. Et l'idée, donc, pour eux, enfin, ce que nous, on leur a vendu en tant qu'agence, c'est que ça partirait d'eux, ça leur ressemblerait nécessairement. Donc, ça servait à rien de s'appuyer sur les autres références qu'on avait données. Et donc, moi, mon travail, c'est de les rassurer en leur disant, mais non, on va partir de vous. Et on part tellement d'eux que finalement, les fondateurs de cette marque sont gênés quand moi, je vais les interviewer. Parce que c'est ma technique. Enfin, je continue à faire la journaliste, à enquêter. Et je vais leur demander qui ils sont et qu'est-ce qu'ils mettent, eux, dans le projet. Et d'un coup, ils sont déstabilisés parce que c'est pas du marketing classique. Eux, ils ont l'habitude de dire l'offre, le positionnement. Les intentions, la cible, tout ça, ils l'ont assimilé. Mais aller mettre derrière ce que nous, on appelle le néo-marketing, c'est-à-dire du marketing émotionnel, sensoriel, narratif, ça les déstabilise davantage. Et donc, mes questions, elles sont, par exemple, le jour de l'ouverture du lieu, vous êtes sur le rooftop, vous êtes fiers de vous fermez les yeux, qu'est-ce que vous ressentez ? Quelle musique dans vos oreilles ? Quelle odeur vient à vous ? Donc, ils sont très déstabilisés. Mais qu'est-ce que ça a à voir ? Ça a à voir que moi, maintenant qu'ils sont en train de rédiger leur storytelling, il y a un peu d'eux dans le projet. Il y a de leur angoisse. J'ai identifié plein de petits conflits et j'ai essayé de les dépasser parce que leurs angoisses à eux, c'est les angoisses de tout le monde. Par exemple, je ne sais pas, le placard est trop petit. La chambre est trop petite. Les autres me dérangent. J'ai envie d'être seule. J'ai pas envie d'être confrontée aux problématiques de mes voisins. Existentielles ou très concrètes. Voilà, donc on pose tous les freins au vivre ensemble et moi je les expose et ensuite j'essaie de les dépasser en disant avantages, inconvénients, voilà.
Donc après, on part sur des choses, je sais pas, beaucoup plus d'ailleurs lyriques, métaphoriques, comme vous le disiez. Là, on est parti chez les dieux grecs, on s'octroie plein de choses. Mais le point de départ, il est très concret. C'est les angoisses premières. Donc, j'aime qu'on me raconte qu'on a peur dans le métro. Voilà, moi, je pars de ça. Et ça rejoint encore, j'essaie de faire des liens, parce que ça m'intéresse toujours, des ponts avec la rhétorique. Je trouve que ce qui est intéressant aussi dans le storytelling, c'est qu'en fait, ça vient utiliser deux outils qui sont ultra importants dans la rhétorique, qui sont l'éthos, c'est-à-dire la crédibilité, et le pathos, c'est-à-dire l'émotion. C'est-à-dire qu'en fait, pour vendre au final un produit, un projet, peu importe, on vient raconter une histoire qui dit, regardez, la personne qui veut vous vendre ce produit, c'est ça son histoire. Et ça lui donne de la crédibilité. Parce qu'il est sympa, parce qu'il a l'idée une fois avec un ami, parce que ci et ça, et on se dit, ah tiens, c'est un projet sympathique, parce qu'il y a la crédibilité de celui qui le porte. Et puis il y a le pathos, c'est-à-dire l'émotion, ce que vous venez de raconter, c'est-à-dire que je vais chercher un peu ce qu'il a au fond de lui, à quoi il pense, qu'est-ce que ça lui a fait le jour où il a ouvert le truc. Et donc avec l'émotion, on vient créer de l'empathie, on vient un peu synchroniser la personne à qui on parle, et finalement, il suffit de venir déposer à la fin le projet final pour réussir à convaincre. Est-ce que ce raisonnement-là, qui, moi, je l'analyse du regard de la rhétorique classique, on va dire, c'est quelque chose aussi qui vient travailler la manière dont on bosse sur le storytelling, où on construit ces histoires, où on interviewe ces gens-là? Oui, bien sûr, mais il y a une différence, je pense, importante entre vous et moi, c'est que moi, je dois m'effacer. Je ne cherche pas à être présente dans mon récit pour convaincre. Au contraire, je dois m'effacer et je dois amener l'autre à se révéler lui-même. Donc, ce n'est pas exactement la même démarche. C'est-à-dire que je dirais que sur, vous avez appelé ça convaincre, non, la crédibilité. La crédibilité, c'est celle que vous portez en vous. Vous, mon client, ou vous qui me racontez votre histoire, il faut que vous vous assuriez de ce bagage puissant que vous avez entre les mains, quoi. C'est-à-dire, donc, pour que cette personne, dans son récit, se valorise et soit valorisée, je vais lui donner des clés d'empowerment, c'est-à-dire il faut qu'il arrive à visualiser l'importance de son récit. Ensuite, on va le coécrire. L'autre différence, j'allais dire, avec l'utilisation classique de la rhétorique, c'est que la rhétorique, elle a pour but à la fin quand même de prononcer un discours, de faire une présentation orale. Et donc il y a toute une partie de la rhétorique qui concerne l'éloquence, c'est-à-dire les techniques pour parler en public. Vous, votre travail, au final, il n'est pas exprimé par quelqu'un qui parle, il a une forme écrite. Et je trouve très intéressant aussi parce que dans les techniques rhétoriques, il y a donc la manière dont on trouve les idées, c'est ce dont on vient de parler, la manière dont on formule les idées, et puis il y a la manière dont elles se manifestent à son interlocuteur. Là, en l'occurrence, c'est une forme écrite. Et il se trouve que vous travaillez dans le digital, et que le digital, c'est pas la même chose qu'un livre, c'est pas la même chose qu'un magazine. Il y a une forme digitale qui est très riche de possibilités, et qui permet d'exprimer finalement à l'écrit de manière très très différente. Est-ce que ça joue aussi, je donne une idée que je pense totalement idiote, mais par exemple, on va l'écrire, je sais pas, en rouge sur fond vert, en très gros ou en très petit, en aérant beaucoup. Vous voyez, est-ce que ça joue aussi dans la manière de ce que vous racontez, la forme finale que ça va prendre? Bien sûr, évidemment. Je pense que là, il faut qu'on réfléchisse le digital en termes de récit, comme une espèce de plateforme immense sur laquelle tout le monde peut exprimer son ressenti, et à partir de ce moment-là, de pouvoir dépasser les malentendus, quoi. Mais à la fin, ça va prendre quelle forme concrètement votre travail? C'est-à-dire que j'imagine que vous le rédigez sur un Word, enfin j'en sais rien, et puis ensuite, ça prend quelle forme? Comment est-ce que ça vient se manifester? Alors, donc nous, nos livrables, moi, c'est ce qu'on appelle des boards de storytelling. Donc, c'est comme un mini-magazine pour la marque, ou presque un livre. C'est pas pour rien qu'on dit les pages sur les réseaux sociaux. Donc, je chapitre l'histoire de la marque pour dire chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, des grands temps, des grands rendez-vous pour la marque, mais qui ne disent pas toujours la même chose. Vous voyez ? Donc, par exemple, je sais pas, je reprends cette histoire de co-living, c'est peut-être l'empreinte que laisse le monde sur le collectif, chapitre 1, puisque ma diagonale, c'est l'empreinte, le temps passe, mais les choses restent. Les années 70, les années 80, comment on réinterprète des grands moments. Puis ensuite, chapitre 2, l'empreinte sur le
plus petits groupes, c'est l'étage, la solidarité, comment je vis avec les autres, le co-living au sens du vivre ensemble. Et puis chapitre 3, le moi dans le groupe, par exemple. Donc je vais à essayer de fonctionner en entonnoir pour différencier des prises de parole, des moments de récit, mais toujours avec les mêmes 3 diagonales. Donc eux, ils reçoivent ça. Eux, ils reçoivent ce livre, on en discute, on le fait évoluer, et ensuite, c'est ce qui va fonder l'histoire de marque et même l'identité de marque. Ce qu'on appelle l'identité de marque, c'est la charte graphique qui va main dans la main avec cette charte éditoriale que j'ai proposée sous forme de board storytelling, mais c'est un peu la même chose. C'est une manière plus moderne de dire charte éditoriale. Et vous, est-ce que vous occupez aussi de cette charte graphique, c'est-à-dire l'expression visuelle des idées que vous avez trouvées avant ? On va dire que dans une agence, j'ai plutôt le rôle de la directrice éditoriale quand la directrice artistique va proposer des images qui correspondent à ces grandes notions qu'on a abordées ensemble, des bords d'inspiration. Le client va dire « je suis à l'aise avec ça, je suis moins à l'aise avec ça ». Et là, on va proposer des formes inédites, c'est-à-dire donc un logo, un pictogramme, des éléments de langage qui vont raconter toujours la même histoire, soit réconforté sur tel... Mais il a bien fallu identifier ce fameux conflit. Donc, si on a dit, par exemple, qu'il fallait qu'on dépasse un conflit, je ne sais pas moi, ou sur les brasseries, il y a un côté vieillot. On va se dire, l'idée, c'est de rajeunir le concept du bistrot. Eh bien, il faut que dans le langage visuel, on aille vers cette modernité recherchée. D'accord. Donc, encore une fois, on vient compléter, j'allais dire, la rhétorique qui est utilisée dans les mots, dans l'histoire qu'on raconte, par une autre rhétorique qui est celle des images qui viennent accompagner ça et qui viennent donner forme, quelque sorte, à cette histoire-là, quoi. En tout cas, nous, on a besoin... Moi, j'ai besoin d'images et elles ont besoin de mots. Et c'est assez drôle d'ailleurs parce que ça, on n'a pas réussi, nous, alors quand on fait ça depuis longtemps, à contourner ce problème, c'est qu'elles me disent « donne-nous des mots » et moi, je leur dis « donnez-moi des images ». Et donc, nécessairement, on se met côte à côte et on progresse ensemble. Cette phase où on va livrer les boards en storytelling, elle est concomitante à la phase où elles livrent leurs boards d'inspiration. Ouais. J'ai oublié de dire un truc, tout à l'heure, important, c'est qu'en fait, c'est l'écoute. Vous disiez que votre métier, vous, c'est d'asseoir une crédibilité. Moi, c'est d'asseoir une confiance pour que mon interlocuteur se livre. Et si j'ai une bonne écoute, j'aurai une bonne histoire. Et je crois que c'est Montaigne qui disait la parole, c'est la moitié de celui qui parle et la moitié de celui qui écoute. Moi, je crois que c'est très vrai. C'est-à-dire, plus j'avance dans mon métier, là, je vais avoir 40 ans, et je pense, meilleure est mon écoute. Oui, et c'est aussi en réalité une règle de la rhétorique qui est très souvent utilisée, qui est de dire, pour pouvoir parler, il faut pouvoir écouter. Alors, à la fois écouter celui qui vous confie des choses pour pouvoir les dire, mais aussi écouter celui à qui on s'adresse. Parce que mieux on connaît celui à qui on s'adresse, mieux on peut adapter ce qu'on dit. Mais j'imagine que quand on fait du marketing digital, parce que c'est un peu le domaine global dont on parle là, il y a aussi cette question-là, c'est-à-dire de savoir à qui on s'adresse et comment est-ce qu'on fait pour adapter ce qu'on raconte à la personne à qui on parle. Mais c'est ça, en fait... Je pense que cette notion d'écoute, elle est cardinale et je vais faire un pont avec, ça va vous plaire avec le digital, parce que je vais donner un exemple. La prévention routière, c'est une cause noble. Pendant des années, la prévention routière a communiqué son message en alertant sur le risque de mort. Et donc, les clips publicitaires étaient alarmistes. Et cette approche, elle était finalement dissuasive pour l'audience, c'est-à-dire qu'il y avait un réflexe de tourner la tête. Mais ça, je pense que c'est valable pour toutes les formes de marketing des années 2000. Saturation. On a trop voulu, de manière sensationnelle, saisir l'émotion de l'autre. L'agence Marcel, je crois que c'est l'agence Marcel qui a repris ce dossier et qui a dit « mais on va arrêter de communiquer pour effrayer les gens sur le conflit, qui est donc le risque de mort, et on va communiquer sur la résolution de conflit, qui est donc rester en vie ». Et cette campagne, elle était magnifique, ça va rejoindre l'écoute. C'était des boards dans des lycées ou des universités, donc vraiment des tableaux physiques où les gens pouvaient écrire ce qui leur restait à vivre. C'est-à-dire, je veux devenir rousse, je veux avoir des jumeaux, je veux faire le tour du monde en montgolfière. Donc il y avait une sorte d'écriture collective sur un mur symbolique de tout ce qui leur restait à vivre. Et la même chose sur le site
digital où on pouvait laisser des témoignages. Et c'était Before I Die. Je crois que ça a été inspiré d'ailleurs d'une grande campagne de photographes américains qui avaient déjà fait le tour du monde pour demander aux gens qu'est-ce qu'ils voulaient faire avant de mourir. Et donc, à un moment donné, on a révélé que cette opération, c'était la prévention routière. Et là, merveille, les gens se sont dit « Ah, c'est génial, d'abord ils sont malins, ensuite ils nous ont donné la parole, ils nous ont écoutés et ils nous ont accompagnés dans notre écriture de récit de vie. » D'un coup, ça fait du bien, c'est réconfortant. Et clairement, là, vous voyez, c'est pas du tout la même approche. Hein. On cherche pas à sensibiliser en faisant peur sur le conflit. On est du côté de la résolution, en la démultipliant et en donnant à l'audience, à celui à qui on s'adresse, l'opportunité, lui, de nous raconter quelque chose. Et non pas, mais de lui enseigner quelque chose. Ça aborde un sujet que je trouve passionnant, c'est-à-dire la lumière qu'on va mettre sur un élément et en quelque sorte la manière dont on va raconter une histoire différente. Il y a un film, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle No. C'est un film sud-américain, ça doit être un film chilien, je crois, qui raconte une campagne, je crois que ça se passe en 1988, au Chili, élection de Pinochet, et il y a un référendum. Et dans le référendum, la question c'est est-ce que vous voulez maintenir Pinochet au pouvoir, je crois pour les 8 prochaines années ou quelque chose comme ça. Gaël Garcia Bernal, c'est... Ouais, exactement, avec Gaël Garcia Bernal. Et les gens au pouvoir, stratégiquement, se disent, nous, on va prendre le oui, parce que les gens, naturellement, ils ont plus envie de répondre oui, c'est plus positif, le oui, c'est une bonne chose et tout, on va aller vers ça. Et donc, les opposants se retrouvent avec le non. Et au début du film, ils disent alors qu'est-ce qu'on va faire pour dire on veut pas le no, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre campagne publicitaire. Et les publicitaires viennent au début en disant regardez, Pinochet il a fait des trucs horribles, il a tué des gens, les exactions, les prisonniers politiques, c'est infernal, surtout n'allez pas vers ça parce qu'autrement ça va être la fin du monde. Et le film raconte, c'est un film quasiment sur le marketing finalement, comment est-ce que le personnage joué par Gaël Garcia Bernal dit non, on va faire tout le contraire, on va transformer le non en un truc positif. On va lui mettre un petit arc-en-ciel, on va dire c'est joyeux, c'est génial. En gros, si vous dites non, ça va être la fête, ça va être la liberté et que des choses positives. Et donc, il y a ce côté communication positive quoi, dont vous parlez. Mmh, oui. Comment on raconte une histoire, une autre histoire, même à partir de quelque chose de finalement négatif, mais qui va vers ce qu'on veut. Dire non pour l'avenir. Mais moi, je crois vraiment à une opposition réjouie. Mais je pense que ça se retranscrit dans mes idéaux politiques. Il faut dire non, mais par contre, il faut proposer une solution. Et je crois que là, les gens adhèrent. Et encore une fois, parce qu'on a ce souci de transcender. Je pense que c'est dans la condition humaine. C'est très fort, et puis il y a une histoire derrière qui est positive, quoi, quel que soit le sujet. Oui, mais positif pourquoi ? Je pense qu'en fait, positif pour s'en sortir, quoi. Non, mais c'est des leitmotifs très profonds et peut-être... à questionner, mais j'ai remarqué ça, oui, bien sûr. Quand on se pose tranquillement face à quelqu'un qui a un énorme blocage sur son histoire et qu'on dénoue un peu en justement verbalisant ce qui l'empêche d'accéder au sens, et bien ensuite il accède au sens. Enfin, ce que je veux dire, c'est que parfois j'ai l'impression d'être un peu psy, quoi. Vous parliez aussi tout à l'heure de la manipulation. Il y a des fois aussi où on peut se dire oui, mais alors attendez, le marketing, le storytelling, on vient raconter une histoire, on vient inventer une histoire pour manipuler les gens, parce que la réalité c'est que, je vous dis n'importe quoi, le mec qui veut faire du co-living, c'est juste un gars sorti d'école de commerce et qui se dit tiens c'est rentable et on va y aller. Comment est-ce qu'on fait pour jouer avec ça ? C'est-à-dire ce qu'on reproche aussi aux avocats, à tous les gens d'ailleurs qui portent des propos, c'est-à-dire comment est-ce qu'on gère cette question de la manipulation ? Est-ce qu'on se le permet ? Est-ce qu'on se le permet pas ? Est-ce qu'on ment ? Est-ce qu'on ment pas ? On connaît des techniques dont on sait qu'elles vont peut-être mieux convaincre que d'autres. Comment on se situe par rapport à ça ? Non. Déjà, je trouve que tout le monde a une histoire passionnante, en réalité. Donc, la question, c'est qu'est-ce qui fait qu'il aurait cette étiquette de salaud ? Qui lui a mise ? Est-ce que c'est lui ? Est-ce que c'est les autres ? Je sais pas, il faut réfléchir comme... plutôt là, comme un auteur ou une autrice, et se dire c'est quoi son histoire, qu'est-ce qui l'écrase dans cette société, dans ce moment de sa vie. Il a 30 et pas 50. Ce petit fils à papa qui sort d'HEC et qui veut prouver des choses, pourquoi est-ce qu'il cherche à le faire ? Je sais pas, j'ai pas d'a priori en fait. Je pose un peu quand même mon bagage de militante quand j'arrive sur ces sujets. Un rapport à
à la sincérité, ce que moi j'appelle, mais dans mon domaine, la conviction, c'est-à-dire que on n'est jamais aussi convaincant que quand on dit quelque chose en quoi on croit vraiment. Oui. Et qu'à partir du moment où on a voulu s'arranger avec ce qu'on pense, finalement, en fait, on n'est plus convaincant. Ça se voit. Pardon, j'ai oublié de dire ça, évidemment. Moi, j'arrêterai dès lors que ce sera plus le cas, mais je suis passionnée par ce que j'écris, même quand il s'agit d'une fourchette. J'espère qu'elle n'est pas en plastique, mais voilà. Enfin, ça me passionne. Littéralement. Et d'ailleurs, j'aurais dû vous dire comment mon petit protocole à moi d'écriture. Et voilà, et c'est vraiment une plongée dans cette histoire qui doit avoir nécessairement, une originalité. Elle est unique. Et en fait, c'est terrible, je ne me l'étais jamais formulée, vous êtes fort. Merci. Mais non, mais je m'étais jamais formulée. Quand c'est moins auréolé de succès, ça m'intéresse davantage, quoi. Parce qu'en fait, il y a tout à faire. Ouais, mais c'est passionnant, je trouve aussi la manière dont vous décrivez, la manière dont vous travaillez, parce que, et là le pont je le fais pour le coup, parce que ça me parle beaucoup, entre, vous devez raconter l'histoire d'une marque, d'une fourchette en bambou, dont on se dit a priori, ça passionne pas grand monde les fourchettes en bambou, quoi. Et puis, en fait, à partir du moment où on doit raconter une histoire, justement, ce qui devient intéressant, c'est quand on se pose la question, qu'est-ce qui est intéressant dans cette histoire ? Qu'est-ce qui est unique et tout le travail que vous décrivez, se concentrer aussi sur soi-même, se demander intimement, tiens, qu'est-ce qui pourrait, moi, me passionner dans l'histoire de cette fourchette ? Et une fois qu'on l'a trouvé, de réussir à le restituer et à le raconter. Et je crois que ça marche pour vous, ça marche pour moi qui suis avocat, parce que c'est aussi la manière dont je travaille mes dossiers, mais je pense que ça marche pour toutes les personnes qui veulent utiliser la rhétorique pour convaincre, quoi. Oui, puis alors la question de l'objet, donc c'est la synecdoque, c'est-à-dire la partie qui désigne le tout. Qu'est-ce qu'il y a derrière la fourchette ? Il y a celui qui tient la fourchette. Hein. Donc ça, c'est les yeux d'Elsa d'Aragon. Derrière un objet, il y a une réalité sociale, historique, familiale. C'est formidable de rentrer dans l'histoire par l'objet, d'ouvrir la porte avec la fourchette. Oui, donc j'avais une autre question que peut-être pas directement dans le cœur de votre métier, mais qui m'intéressait, mais si vous ne pouvez pas y répondre, c'est pas grave. C'est à propos de ce qu'on appelle l'expérience utilisateur dans le marketing digital, ou l'UX, parfois on voit ces termes-là, c'est-à-dire la manière dont on construit le parcours d'un utilisateur, notamment sur un site internet, pour réussir à le guider et l'amener à ce qu'on appelle le call to action, c'est-à-dire à effectuer une action précise, cliquer pour commander un produit ou quelque chose comme ça. Pour moi, il y a quelque chose vraiment de l'ordre de la rhétorique, mais d'une rhétorique, d'un parcours digital en quelque sorte, sur comment est-ce qu'on met un bouton, est-ce qu'il est rouge, est-ce qu'il est vert, est-ce qu'il est gros, est-ce qu'il est petit, la texture de l'image. Est-ce que vous intervenez là-dedans, c'est-à-dire dans l'histoire du parcours de l'utilisateur qui arrive sur un site? Je vous donne un exemple peut-être un peu grossier, mais vous travaillez pour une grande marque de cosmétiques, elle vous dit il faut que vous me racontiez une histoire, vous inventez une super histoire sur l'histoire de la marque, ainsi de suite. Est-ce que vous intervenez sur la manière dont on va la présenter, c'est-à-dire à quel moment on donne le chapitre 1, à quel moment on présente le chapitre 2, comment est-ce qu'on le rédige pour finalement arriver à cet objectif de convaincre la personne soit d'acheter le produit ou autre chose? Oui, alors bien sûr, c'est des domaines sur lesquels j'interviens, donc je vais pouvoir vous répondre, mais j'avais jamais fait l'analogie entre convaincre et convertir. Donc oui, on va parler de conversion, nous, c'est-à-dire rapprocher le visiteur de l'acte d'achat. Hein, la même chose peut-être dans une boutique, en merchandising, mais là c'est de l'e-merchandising. Vous l'avez compris, moi j'interviens plus du côté du récit, mais en l'occurrence on a plein de techniques sur un site, en effet, pour qu'on appelle call to action, pour amener le visiteur vers le panier en fait, et l'acte d'achat, ou du moins le fidéliser pour qu'il revienne nous voir. Ça c'est très intéressant pour notre débat, ça s'appelle l'inbound marketing. En fait, la cible vient à nous plutôt que nous à elle. Donc cette cible, elle s'abonne à la newsletter parce qu'elle a envie de faire partie de la communauté et d'avoir du conversationnel avec nous. C'est elle qui a décidé, personne ne l'a forcée, on lui a donné envie. Les techniques, alors elles sont plus ou moins commerciales. On a ce qu'on appelle le cross-selling, c'est très commercial. Vous avez acheté un pantalon, on vous propose une veste. Si vous avez aimé ça, vous aimerez ça. Exactement. Les autres utilisateurs qui ont acheté ça, ils ont acheté ça. Exactement. Si vous êtes un peu plus gourmand, vous faites de l'upselling. Vous avez acheté un caleçon et on va vous proposer le peignoir.
qui vaut 2 fois plus cher. Bon, donc ça, c'est des stratégies pour augmenter le panier moyen et c'est très marketing. Et on a des techniciens qui mettent en place ces boutons. Mais qui reposent aussi sur des techniques, au fond, qui sont celles de la rhétorique classique, qui est de dire, par exemple, vous voulez dire, je sais pas, voler, c'est pas bien, et puis pour prouver ça, vous allez dire, comme tel grand auteur l'a déjà dit depuis 3 millions d'années, voler, c'est pas bien. Donc je vous prouve que voler, c'est pas bien. Vous dites, vous avez acheté une culotte, comme il y a plein de gens qui ont acheté cette culotte, l'autre culotte, c'est ça que vous allez aimer. Mais c'est le même système, quoi. C'est-à-dire utiliser une référence pour l'utilisateur pour qu'ensuite il aille vers cette action-là qui est d'acheter un produit. Oui, je pense que là, c'est peut-être plus de la manipulation. C'est identifier des leviers psychologiques chez l'acheteur qui sont par exemple la frénésie de passer à côté, le fameux FOMO. Tout le monde a pris cette veste, je ne vais pas l'avoir. Ou je suis un acheteur compulsif, mais finalement, je me raconte que pas tant que ça. Donc, hop, wishlist, ce fameux bouton génialissime qui permet de créer sa liste sans l'acheter, je reviendrai demain. Donc, il est pré-converti. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment est-ce qu'une fois qu'on est sur ce site, est-ce que je suis bercée de la même impression, du même univers? Est-ce que j'ai envie de rester sur ce site parce qu'il me raconte d'autres choses que simplement me vendre un produit? Je pense par exemple à une marque comme Diptyque. Diptyque, c'est du parfum, donc c'est du marketing olfactif. C'est très difficile de faire sentir du parfum en ligne. Vous avez la barrière de l'écran. C'est pas que c'est très difficile, c'est que c'est presque impossible. Donc comment faire sentir l'odeur de ce produit différemment par les mots? Parce que les mots, ils peuvent évoquer des senteurs. Mais Diptyque, par exemple, ils ont un questionnaire très aspirationnel qui nous emmène loin, où on va vous demander, je ne sais pas, où est-ce que vous avez envie de lire tel livre? Est-ce que vous entendez le bruit des feuilles derrière vous? Et à travers de ce questionnaire, vous répondez dans un parcours très édifiant aux questions. On vous dit quel parfum vous devriez acheter. Voilà, donc ça, je pense que c'est de l'expérience client très contemporaine où on va vous aider à révéler qui vous êtes, encore une fois. Le néo-marketing, il cherche à contourner l'idée un peu assaillante qu'on vous vend quelque chose. Parce que nous, on a besoin de vous le vendre. C'est plutôt de quoi vous avez besoin. Et sur ça, il y a de la rédaction, le copywriting, c'est-à-dire qu'il va falloir faire la phrase est-ce que vous imaginez auprès d'un arbre? Je ne sais pas s'il y a une dimension poétique, mais en tous les cas, il y a une dimension littéraire derrière. Et je voulais partager avec vous une étude qui a été faite par un scientifique, un universitaire français, très intéressante, en fait, ils ont demandé à une personne d'aller dans la rue et de demander aux gens, est-ce que vous pouvez me donner 1 euro? Et ensuite, ils ont changé la formulation de la phrase pour voir ce qui marchait mieux ou pas. Donc la phrase de base, c'était, est-ce que vous pouvez me donner 1 euro? Puis il avait tant de résultats qui fonctionnaient. Et puis après, il disait, tu vas rajouter une raison. Est-ce que vous pouvez me donner 1 euro parce que je dois prendre le bus pour aller voir ma mère malade? Puis il avait simplement le fait de donner une raison, on lui donnait beaucoup plus. Et après, et c'est ça qui m'intéresse, ils ont rajouté une phrase qui finalement était presque la plus déterminante, c'est qu'on lui a dit, vous dites, est-ce que vous pouvez me donner 1 euro pour aller prendre le bus? Mais si vous voulez pas, vous n'êtes pas obligé. C'est-à-dire introduire une notion de liberté dans la demande qu'il avait formulée. Et le fait d'introduire ça, l'introduction de la liberté, ça a fait exploser son score, les résultats. Est-ce qu'il y a des petites techniques qu'on utilise comme ça dans le copywriting, c'est-à-dire dans l'écriture de ces textes, et dont on sait qu'en fait elles fonctionnent, qu'elles vont plus attirer les personnes, qu'elles vont retenir leur attention, qu'elles vont les convertir, comme vous dire, à passer à l'action? Alors c'est compliqué parce que moi, mon métier, c'est de ne pas avoir l'air de vendre. C'est pour ça qu'on fait appel à moi. Mais ne pas avoir l'air, c'est déjà une technique. C'est-à-dire, moins on a l'air de vendre, oui, mais du coup, plus on introduit cette liberté, plus justement on va réussir à vendre. Du coup, peut-être, pour essayer de rejoindre ce que vous dites, je fais diversion plutôt. C'est-à-dire, je vais dire, par exemple, je pense à une marque aussi que j'accompagne occasionnellement, qui va proposer, je ne sais pas, un nouveau plaid, disons, et sur un habillage texte sur Instagram pour proposer de l'animation autour de l'arrivée de ce nouveau produit, je vais proposer un rébus. Un rébus un peu intelligent qui fait deviner la marque avec laquelle on fait une collaboration. Et le nom de cette marque, c'est une déesse grecque. Et donc, le rébus... Et hop, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais créer de l'attention chez l'autre parce qu'il va se dire, j'ai compris... le principe du rébus, quoi. Mais d'un coup, je suis intelligent. Donc, je sais pas si j'opère plutôt par flatterie. Là, c'est plutôt la flatterie. Ou le jeu. Ouais.
C'est-à-dire que jeu. faire jouer quelqu'un, c'est le meilleur moyen de retenir son attention le plus longtemps possible. Interactif, participatif, immersif, émotionnel, expérientiel, tous ces mots à la mode. En fait, ils disent quoi ? Ils disent, je crois qu'on a besoin de se rencontrer et de s'écouter. Et c'est paradoxal parce qu'en même temps, on a les écrans entre nous. Mais je crois qu'il y a des réflexions à mener là-dessus, sur l'écoute, quoi, qui est différente aujourd'hui, mais qui subsiste. Non, mais il y a quelque chose sur la rhétorique qui m'intéresse, c'est-à-dire qu'effectivement, moi je reviens toujours à mon sujet, c'est-à-dire quand je vais plaider ou quand je vais faire un discours ou quand quelqu'un veut faire une présentation auprès de son entreprise, cette idée que si on fait participer les gens, ou en tous les cas, si on leur donne le sentiment qu'ils sont écoutés et que ça a une influence sur ce qu'on dit, on va retenir plus leur attention et on va, étonnamment, beaucoup plus réussir à les convaincre alors qu'ils ont l'impression que c'est eux qui nous ont quelque part le plus convaincus parce qu'on a récupéré leurs idées. Mais moi, c'est comme ça que je mobilise mes étudiants. On fait un exercice maintenant d'écriture où je leur montre que moi, je prends des cours d'écriture. Et je leur donne le même exercice que me donne mon professeur. Et je leur montre le texte que moi j'ai rendu qui a été corrigé. Et ça les fascine. Ok. Alors, vous êtes conceptrice, rédactrice, copywriteuse, je ne sais pas si ça se dit comme ça, enseignante auprès d'étudiants, mais vous faites aussi un podcast et du théâtre, puisque si j'ai bien compris, vous allez bientôt adapter au théâtre ce qui était l'objet du podcast. Ça s'appelle 37, je crois, c'est ça, le titre. Ça m'intéresse parce que je crois qu'il y a aussi de la rhétorique dans le podcast. On en fait un, donc forcément. Vous, c'est un podcast de fiction, enfin d'autofiction, mais en tous les cas, ça raconte une histoire. Est-ce que vous avez eu le sentiment d'utiliser les techniques dont on vient de parler là depuis un petit moment et que vous utilisez dans le storytelling, c'est-à-dire raconter une histoire, dans la manière dont vous avez construit votre podcast, dont vous l'avez enregistré, dont vous l'avez présenté à la fin ? Est-ce que j'ai l'impression d'utiliser mes techniques d'écriture plus marketing sur la pièce ? Il est accrocheur, je pense, mon podcast, parce que je l'ai travaillé en me disant chaque épisode un objet et chaque épisode une phrase qui dérange. Les petites phrases qui restent dans la tête, ça c'est un trait de caractère que j'ai. Donc ça, oui, il y a un principe, un formatage qui est un peu efficace. Je pense que ça, c'est hérité de la communication. Mais après... je pense que dans le fond, moi j'aime la littérature, donc j'aime danser, comme on dit, c'était Marguerite Duras qui disait ça, danser sur la crête des mots, quoi. Donc il y a un souci de musicalité, un souci de dire un petit peu l'universel sur les petites choses. Oui, et non, mais c'est intéressant parce que vous voyez, alors peut-être inconsciemment, parce que là je vous pose la question, je vous force à y réfléchir, mais vous me dites naturellement, voilà, faut être efficace. Efficace, ça veut tout dire et rien dire, mais dans ce cas-là, ça veut dire, en gros, tout ce qui est pas indispensable est nuisible. C'est une phrase de Nietzsche. Et il y a un peu de ça dans l'efficacité. Ça veut dire que même si on fait de la littérature, même si c'est du podcast, il va falloir trier, dégraisser le mammouth, comme on dit, pour aller au cœur de ce qu'on veut raconter. Et puis, vous parlez de vos phrases choc, ce qu'on peut appeler des formules. À une époque, on a pu appeler ça des figures de style. Moi, maintenant, j'appelle ça les punchlines. C'est-à-dire que dans votre podcast, pour l'avoir écouté, effectivement, chaque épisode, il y a une punchline, c'est-à-dire une phrase forte qui sonne, qu'on retient, et qui vient quelque part illustrer ou symptomatiser tout ce qui est raconté dans cet épisode-là. Et ce rapport aux mots, évidemment, il est fort. Comment est-ce que vous les avez choisi, ces phrases ? Moi, je parle parfois dans les punchlines, enfin, on en connaît tous, on en a tous retenu. Qu'est-ce qui fait qu'une punchline, elle est bonne ? J'essaie de capter avec des petites phrases innocentes des choses qui, moi, m'ont troublée. Des moments de bascule, quoi, où on se sent moins jeune. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui rate, quoi. C'est ce qui va pas, c'est la loose, c'est... Vraiment, ça me passionne. Et les phrases qui font pleurer, bien sûr. C'est-à-dire, je sais pas, vous êtes jamais demandé, vous, quelqu'un vient de rompre, un divorce, parce que le divorce, c'est beaucoup plus, traumatisant, pour 1000 raisons. Et justement, à quel moment vous vous rendez compte qu'il est traumatisé, quand vous l'écoutez ? Il va y avoir un moment où sa voix... Et si sa voix, elle part, c'est qu'en fait, ça, il l'a pas résolu. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà. Qu'est-ce qui se cache encore derrière toute cette souffrance, quoi ?
Et c'est ces phrases qui vous intéressent, qui marquent et qui ce moment de bascule en quelque sorte qui peut retourner le sentiment qu'on a sur une chose ou le regard qu'on peut avoir sur le monde, quoi. Je voudrais juste comprendre la nature de sa souffrance à ce moment-là, quoi. On appelle ça l'empathie, mais j'ai découvert avec horreur qu'en fait l'empathie, c'est plutôt l'idée d'avoir peur de l'autre. En fait, les gens qui sont empathiques, a priori, j'ai lu une étude récemment là-dessus, ce sont des gens qui auraient eu dans leur famille proche, leur environnement proche, peut-être un parent, quelqu'un de très instable. Et donc, il faut capter dans le paysage relationnel qui est instable et aller vers lui pour voir où il en est dans son instabilité. Alors, instabilité, peut-être névrose, pour le situer et ensuite profiter de la situation. Oui, les gens qui comprennent bien les autres, c'est ceux qui ont eu besoin pour survivre. Exactement. De bien comprendre les éventuels dangers qu'ils pouvaient avoir autour d'eux. Enfin, moi, en tout cas, c'est ma mécanique pour écrire. Hein. C'est aller apaiser quelque chose, ouais. Ok. On a bientôt fini, c'est ma dernière question. C'était absolument passionnant. Ma dernière question, c'est est-ce que vous auriez, puisqu'on parle de littérature, une œuvre, un livre, un film, une musique, enfin peu importe, quelque chose que vous conseilleriez à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent sur ce sujet-là ou sur d'autres sujets, quelque chose qui vous a marqué mais que vous aimeriez partager avec les gens en vous disant lisez ça, regardez ce film, ça peut tout changer ou en tous les cas ça peut changer des choses. Oui, alors la dernière œuvre qui m'a littéralement fascinée sur le plan de l'écriture, de la mise en abîme sur l'écriture scénaristique, c'est le film de Sophie Le Tourneur, Voyage en Italie, qui est incroyable, il faut aller le voir. Le film, elle arrive à planter un décor assez ronronnant dans ce qu'on a déjà vu, hein, d'un couple qui va vivre sa nullité ailleurs, quoi. Donc c'est très référencé, il y a les acteurs que j'adore, donc tout ça a été très un peu nouvelle vague, un peu sautillant, et d'un coup une claque sur la dernière partie, le troisième volet du film, où finalement les deux comédiens sont en train dans le lit d'écrire le scénario de leur voyage en Italie. Vraiment, j'ai été saisie, je la trouve remarquable. Je ne sais pas si elle écoutera ce podcast, j'en doute. Mais... En tous les cas, merci beaucoup Anna Rios d'avoir accepté de faire ce podcast avec nous, d'avoir répondu à mes questions. C'était passionnant et je trouve très intéressant. Et ça m'a amené aussi beaucoup à réfléchir sur ces liens qu'on pouvait avoir entre, on va dire, la communication digitale et la rhétorique plus classique en la matière. Merci beaucoup. Merci à vous. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Merci d'avoir regardé et d'écouter ce podcast Parole et à la prochaine fois.